Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Si je vous parle du lac de Maine ou de l'étang Saint-Nicolas à Angers, si je vous parle des ardoisières de Trélazé ou si je vous parle encore de la vallée du Léon, vous me répondrez sûrement de beaux endroits où y faire des balades ou du sport en plein air. Mais si je vous parle de marais, de complexes bocagers ou encore de tourbières, vous me répondrez sûrement qu'il s'agit de nids à moustiques et à éviter. Eh bien, tous ces lieux font partie des espaces naturels sensibles en Anjou. Pour échanger sur le sujet, je reçois Étienne Bégouen, auteur d'un beau livre sur ces milieux naturels fragiles de notre territoire angevin. Bonjour Étienne. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter d'abord ? Alors, me présenter sur le plan personnel, professionnel. Alors professionnel, en fait, on va dire que je suis photographe depuis plus de 25 ans. J'envisage ça pas forcément que comme un métier, mais comme une passion depuis vraiment depuis mon plus jeune âge, on va dire. J'ai dû avoir un appareil photo dans les mains, je devais avoir une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai fait les beaux-arts. J'ai vraiment travaillé la photo comme un outil, un médium artistique. Toujours dehors. Beaucoup de photos en ville, des photos de rue, des photos d'urbanisme. J'ai pas mal manipulé aussi les choses en faisant des montages notamment. Et puis après, j'ai fini par en vivre de la photo il y a 25 ans et en faisant des choses plus ou moins intéressantes. Il faut bien vivre, donc notamment de l'événementiel, des choses comme ça. Et puis quand je suis arrivé sur le territoire à Angers, il y a 6 ans à peu près, j'ai commencé à arpenter un petit peu autour de chez moi, fasciné un petit peu par les inondations. D'ailleurs, ça a été une année où il y a eu pas mal d'inondations, parce qu'il y en a eu en hiver, au printemps aussi, enfin en été plutôt. Voilà, donc j'ai photographié le territoire en partant de chez moi, même d'Angers, parce qu'autour il y a le lac de Maine, l'étang Saint-Nicolas, et puis un petit peu plus loin, et j'ai exposé toutes ces images, notamment à la tour Saint-Aubin. Et en fait, j'ai été repéré par le département à ce moment-là, et pour aller photographier les espaces naturels sensibles. Et donc c'est là où a commencé un peu cette histoire avec le livre. D'accord. Que vous avez présenté, je pense. Exactement, ouais. Donc vous avez écrit un beau livre, parce que moi je considère ça vraiment dans la catégorie des beaux livres. Donc Espace naturel sensible en Anjou, donc aux éditions de La Geste. Est-ce que vous pouvez donc justement nous raconter cette genèse et la création de ce livre un peu plus en détail ? Alors la genèse, en fait, comme je disais, moi j'ai photographié des paysages sans savoir forcément que j'étais dans des espaces naturels sensibles. Alors espace naturel sensible, c'est un label départemental qui est donné à des espaces. Alors chaque département a un peu ses critères. Et il se trouve qu'en Anjou, il y en a pas mal, il y en a 89. Et donc, le département a fait appel à moi pour aller photographier pendant plusieurs mois ces lieux. Et donc, ils s'en sont servis, eux, pour faire une expo en plein air, pour de la documentation. Ils ont sorti aussi un petit livre. Et puis, suite à ça, moi, ça m'a tellement passionné, cette histoire. Je me suis un petit peu documenté. Et j'ai eu envie de sortir mon propre ouvrage avec mon regard, avec le fait aussi de choisir les photos que j'avais envie de mettre et d'écrire des textes, du coup. Parce que j'ai contacté un éditeur qui m'a dit « mais c'est très bien, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait écrire ?» Et je me suis dit « écoutez, la personne qui pourrait écrire, ça serait moi, puisque... j'ai des souvenirs sur ces lieux parce que le principe c'était d'écrire des textes qui soient à la fois informatifs et qui soient à la fois un petit peu engagés sur l'écologie, sur certains lieux où il peut y avoir des soucis éventuellement parce que c'est un espace naturel sensible mais que le lieu n'est pas forcément respecté parce qu'il y a une pression foncière, une pression touristique notamment, une pression agricole. Et j'avais envie de parler un petit peu de tous ces problèmes et puis de me servir aussi de l'émerveillement que je peux ressentir sur ces lieux en racontant des petites histoires, des souvenirs sur ces lieux, des moments de grâce, des moments de rencontre avec des animaux, des lumières, voilà. D'accord. Alors, ces lieux sont hyper intéressants à visiter, à s'y balader. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur donc aux personnes qui écoutent ce podcast sur comment justement préserver ces espaces sensibles, espaces naturels sensibles?
Alors, une manière de les préserver, déjà, c'est de se documenter un petit peu, de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Moi, je considère que dans ces lieux, alors, qui sont répertoriés en général parce qu'ils ont une flore et une faune euh, en général protégées, rares, avec des espèces, notamment, par exemple, si on parle des oiseaux nicheurs qu'il ne faut pas déranger. Et en fait, on a des impacts, l'homme a des impacts bon, qui sont des fois visibles ou pas, mais ça peut être de la pollution, mais ça peut être des impacts sonores, des routes qui se construisent, etc. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais des fois, on a des impacts sans le savoir, rien qu'en se promenant, en s'approchant trop près. Quand on fait, par exemple, du canoë sur la Loire, il peut y avoir on veut bien faire, on veut accoster sur un banc de sable, et là, en fait, il se trouve qu'il y a des sternes pierre à grains qui sont en train de nicher, et du coup, il y a toute une couvée de sternes qui va être détruite à cause de ça, parce que tous les œufs, après, sont mangés par les prédateurs. Et donc, c'est pas pour rien, des fois, qu'il y a des petits panneaux en disant interdit d'accoster, c'est pas pour embêter le public, c'est juste que, en fait, il faut vraiment passer dans ces lieux en se disant qu'on n'est pas chez nous, qu'on est dans un territoire de nature et que on doit être, enfin nous on fait partie de la nature, mais on doit être respectueux de ces lieux qui appartiennent vraiment à toute la biodiversité, voilà, mais pas directement à l'homme. Ne pas se comporter, en fait j'en parle pas mal dans le livre, je pense que l'homme est un prédateur de nature et que maintenant il faut arriver à changer un petit peu de philosophie et de regard. Tout à fait, ouais. C'est la thématique comme ça, nature, un peu écologique, c'est quand même quelque chose que vous avez en vous depuis un moment déjà. C'est ce qui vous a aussi donné l'envie de photographier ces lieux. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps. Je le montrais pas. Finalement, en fait, j'ai fait pas mal de photos urbaines pour montrer un petit peu les problèmes de ce qu'on appelle par exemple la France moche, avec tous la France périurbaine. Il y a eu toute une partie de mon travail comme ça. Et puis j'avais du mal à photographier la nature parce qu'au milieu de la nature, on est baigné dans le vert. Et il faut arriver à trouver une structure là-dedans, à trouver des contrastes de couleurs, de formes. C'est pas toujours évident. On peut vite tomber dans le cliché aussi avec des photos couchées de soleil, voilà. Donc il faut arriver à garder son regard. Mais en fait, s'immerger dans la nature avec un appareil photo, c'est aussi un prétexte de méditation qui est très fort maintenant pour moi. Je pourrais pas m'en passer. Voilà. Donc, mais effectivement, alors pour revenir à ma sensibilité à l'écologie. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et je crois que de toute façon ça devrait intéresser chacun d'entre nous parce que évidemment on est dans une urgence absolue et que on devrait inverser l'ordre des priorités sur les aménagements du territoire. Voilà, maintenant il n'est plus question d'aménager le territoire sans prendre en compte toutes ces thématiques, notamment par exemple sur les zones humides qui sont primordiales. Justement, est-ce que vous pouvez préciser pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui nous écoutent, les zones humides, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors les zones humides, c'est des zones, alors on est quand même assez bien pourvu dans le Maine-et-Loire, notamment autour d'Angers, parce qu'il y a ce qu'on appelle les basses vallées angevines. Donc c'est des zones qui sont, ça peut être des zones inondables. C'est des zones en fait où déjà on ne peut pas faire d'agriculture intensive parce que les terres justement sont inondables, sont gorgées d'eau, sauf à drainer les terres. Voilà. Mais c'est des zones qui concentrent une biodiversité exceptionnelle. J'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est un tiers des espèces animales et végétales sur 3% du territoire quand on parle de la France. Donc c'est énorme. C'est aussi des puits de carbone qui sont très importants. Et les zones humides, malheureusement, ont été détruites notamment par l'agriculture intensive, le remembrement depuis la révolution industrielle, en fait. Mais ça s'est accéléré au XXe siècle. Et donc maintenant, je pense, enfin je suis pas le seul, les associations environnementales pensent qu'il faudrait sanctuariser ces zones et les prendre en compte.
D'accord, oui, effectivement, c'est quelque chose d'hyper important et à préserver en tout cas. Quand on consulte votre livre, comment il est construit? En fait, on retrouve, c'est quoi? Vous avez un sommaire avec par ordre alphabétique, où on retrouve les différents espaces naturels. Comment vous l'avez construit? Alors en fait, il est construit avec la nomenclature du département qui ont classé les espaces naturels sensibles en 6 grandes thématiques. Donc étangs, marais, tourbières, complexes bocagers, pelouses et landes sèches, rivières, vallées alluviales, plaine agricole méridionale, bois et forêt. Et ensuite, dans chaque thématique, je me suis dit que j'allais pas faire par ordre alphabétique parce que sinon on allait se retrouver à l'est, à l'ouest, n'importe où, et que ça allait être plutôt comme un cheminement. Comme j'ai un petit peu fait d'ailleurs quand je suis parti. Et donc le cheminement, il est d'est en ouest, comme si je suivais le courant de la Loire. Voilà. D'accord. Super, c'est une très bonne idée, je trouve. Donc, l'intégralité des photos qu'on peut voir dans votre livre sont 100% faites par vous ou vous avez collaboré avec quelqu'un? Alors, quasiment l'intégralité. D'accord. Disons que moi, je ne suis pas photographe animalier. Le principe du livre, c'était de faire des photos de paysages. Il peut y avoir des gros plans de temps en temps de végétaux. Et de me renseigner sur ces zones, quelles sont les espèces remarquables. Donc j'ai fait des focus, moi, sur certaines espèces. Mais comme je ne suis pas un photographe animalier, parce que c'est un autre métier, en fait, moi, je me balade pendant des heures. Et j'essaie de capter des lumières, des moments comme ça. Alors qu'un photographe qui fait vraiment de la photo animalière, il va être en attente pendant des heures et des heures avec un matériel très lourd. Moi, je n'ai pas un matériel très lourd. Donc forcément, j'avais pas forcément les animaux dont j'avais envie de parler. Donc il y a quelques photos d'animaux. Donc j'ai demandé à l'éditeur de se procurer quelques photos d'animaux spécifiques quand je parlais d'un animal particulier. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, non, c'est top. J'encourage vraiment tout le monde à consulter ou à acheter ce livre. C'est vraiment top d'ailleurs. Est-ce que vous êtes en cours d'écriture d'autres livres? Parce que donc vous êtes photographe, vous êtes maintenant, on peut dire, écrivain, vu que vous avez écrit aussi dans le livre. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Alors j'ai un autre projet en ce moment qui est en cours, puisque en fait la décision a été prise avec l'éditeur de continuer un petit peu dans cette thématique sur l'Ouest. Alors je ne sais pas combien on va en sortir, mais en tout cas je suis en train de faire un livre sur la Loire-Atlantique. D'accord. Voilà, donc je suis parti pendant plusieurs mois à faire des photos dans une bonne 50aine de zones. C'est un peu le cas dans ce livre, il y a 56 zones exactement. Et puis, alors, j'ai aussi une collaboration que j'ai trouvée plutôt après, puisque le département de Loire-Atlantique était très intéressé par ce travail, évidemment, qui met en valeur tous les paysages et la biodiversité. Et donc, c'est un livre qui devrait sortir ce printemps. D'accord. Je suis en train de finir les textes. Voilà. Ok, super. Bon, bah c'est top. On pourra le retrouver dans nos bonnes petites librairies locales. Alors, je voulais préciser aussi qu'il ne s'appellera pas Espace naturel sensible, mais Espace naturel remarquable. D'accord. Parce que Espace naturel sensible, alors chaque département a sa politique différente. Espace naturel sensible, en Anjou, il y a des territoires qui sont énormes, notamment la vallée de la Loire, qui est répertoriée en espace naturel sensible. Sauf que la vallée de la Loire n'appartient pas au département. Non, tout à fait. Oui. Et en Loire-Atlantique, eux, ils appellent espace naturel sensible quand vraiment ils achètent les terres et qu'ils ont une politique cohérente pour renaturer vraiment, pour essayer de, par exemple, ils achètent des bouts de dunes sur le littoral. D'accord. Et quand il y a des espèces invasives qui sont venues là à cause des jardins à proximité, ils les enlèvent. Et ils essayent de retrouver la dune telle qu'elle devrait être à l'origine avec les espèces endémiques de la dune, quoi, par D'accord. exemple. Ah oui, c'est une précision effectivement importante à donner. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? Alors on peut mettre plein de choses derrière le mot éco, mais... écologique, écologique par exemple, éco-responsable. Ah oui, éco-responsable, Alors les futures générations, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Après... c'est comme toujours, il y a plein d'incohérences, et puis je me mets dedans, on est tous... voilà, on a tous nos biais. On a tous, voilà, les jeunes, ils manifestent pour le climat, et puis il y en a beaucoup aussi qui ont le dernier iPhone, et tout ça a un impact énorme. Mais il y a une prise de conscience, et malheureusement aussi une angoisse, je pense, devant la situation, l'effondrement de la biodiversité, la crise du climat, évidemment, tout ça c'est lié.
Donc, mais il y a quand même, quand je discute avec des jeunes, une prise de conscience qu'on ne peut plus aller dans ce sens-là, qu'il faut vraiment changer de direction. Et ils nous en veulent un petit peu, nous, les générations au-dessus, d'avoir vécu dans l'insouciance. Oui, et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, il y a, normalement, on devrait tous être transpirés un peu écologie entre nous. C'est voilà, c'est le bien commun, donc il faut effectivement. Tout à fait, tout le monde doit avoir ça en lui. Donc on peut se procurer le livre dans les bonnes librairies locales, sur Internet aussi, j'imagine. Oui, sur Internet, Espace Naturel Sensible en Anjou, avec mon nom, il n'y a pas de problème. Ok, donc c'est Étienne Bégouen, on prononce. Oui, Étienne Bégouen. Donc l'éditeur, on peut se procurer sur le site de l'éditeur. Moi j'en ai aussi quelques-uns d'ailleurs via mon site. Et puis sinon dans les librairies, plutôt en Anjou, ou sinon sur commande, quoi. Mais, voilà. Ok, super. Merci beaucoup Étienne pour cet échange. J'encourage tout le monde à se procurer le livre, ou en tout cas aller le consulter chez un ami. C'est vraiment un très beau livre. En plus, il y a des petites cartes où on peut repérer où sont situées les zones, donc les espaces. Donc on peut éventuellement aller les visiter, bien évidemment avec précaution. Donc je rappelle, c'est Espace Naturel Sensible en Anjou aux éditions La Geste. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis à bientôt. Merci Yves. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages au plus grand nombre, à vos proches, vos amis et vos collègues. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir découvrir des projets vertueux sur les territoires angevins et au-delà. Encore une fois, merci et à bientôt à l'écoute de Génération Éco.